On nous parle beaucoup de transition énergétique et numérique, on nous parle de pollution numérique en particulier, et on n'y comprend pas grand-chose parce que on n'a pas la logique d'aller voir ce qui se cache derrière la quête autour des matières premières. C'est quoi vraiment le chemin d'un like? Quand on like une photo, quand on like une vidéo sur un réseau social, qu'est-ce qui se passe précisément? Est-ce que tout est dans le cloud, dans les nuages, ou est-ce qu'il y a une réalité physique à ce petit geste qui paraît anodin? Et puis, ce geste anodin, c'est quoi son impact environnemental? Mais de manière plus générale, quand on parle de transition énergétique, c'est quoi l'impact sur les matières premières? Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Guillaume Pitron. C'est un journaliste, un réalisateur. Il a publié plusieurs livres, le premier sur la géopolitique, le second sur la guerre des métaux rares, qui est la face cachée de la transition énergétique et numérique. Et puis, en 2021, l'enfer numérique, le voyage au bout d'un like. Et avec Guillaume, on va parler de toute la réalité qui se cache derrière la pollution numérique, évidemment, mais aussi la réalité de la transition énergétique. Ces fameuses transitions vertes, les fameuses voitures électriques. Vous allez voir, c'est une conversation qui est hyper intéressante parce que c'est des sujets qu'on aborde assez peu sous cet angle, en particulier l'impact géopolitique, environnementaux, des explorations et des mines. Conversation passionnante, je vous laisse écouter. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Guillaume. Bonjour Grégory. Comment tu vas? Oh, ce matin, ça va pas mal. Un peu ça speed, va pas mal. ce que j'ai compris. Un peu speed, mais la fin de l'année approche, donc les vacances et des voyages se profilent, donc je pense à ça. Parfait. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi peut-être avoir décidé, quand il s'agit de pollution numérique, parce que c'est de ça qu'on va parler, t'as intéressé au chemin d'un like. C'est quoi cette logique de te dire, en fait, c'est le dénominateur commun qui parle le plus aux gens, ou qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Le like, c'est l'emblème de nos vies connectées, ou ça peut être un emblème, ça peut être un email, ça peut être une photo de vacances, une vidéo de chat, mais le like, ce pouce levé en l'air, on a tous cette image en tête, et donc c'est de cette notification-là, de ce qu'elle représente dans nos imaginaires, que je voulais partir. Et puis, en tant que journaliste, j'ai souvent suivi la route des matières premières, des migrants. C'est un grand truc des journalistes, de remonter la route de la tomate, du concombre, des migrants ouest-africains, ce que j'ai fait, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les matières premières. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi suivre le cheminement physique de quelque chose d'aussi impalpable qu'une donnée. Et que c'était une façon assez nouvelle de raconter une route qu'aiment bien suivre les journalistes pour raconter une histoire. Et donc, on peut suivre la route d'un like, aussi étrange que ça puisse paraître. C'est aussi de cette réalité contre-intuitive que je suis parti. Une donnée, qu'elle soit photo, vidéo, écrite, est une donnée qui suit un cheminement et qui permet ce cheminement de raconter ce qui n'était pas forcément raconté, c'est-à-dire que derrière nos vies virtuelles, il y a en fait beaucoup de matériel. Donc c'est peut-être partant de cette étrangeté, je ne sais pas quel est le mot exact, mais de cette affirmation contradictoire qu'il y a une route à une donnée, que je me suis dit que c'était intéressant de partir du like. D'autant plus que, en fait, ce qui est intéressant, c'est on parle beaucoup de cloud, donc de nuages. On a l'impression, quand on parle de pollution numérique, ou quand on utilise le numérique, on va dire, on voit mal l'impact parce que c'est impalpable, c'est invisible, c'est des actes quotidiens. Je veux dire, là, les personnes écoutent un podcast, elles ont nécessairement un téléphone, un ordinateur pour le faire, peut-être un iPod, s'il y a des gens qui ont encore des iPods, mais à la base, le podcast, ça s'est créé avec les iPods. Et en fait, on voit pas le mal, entre guillemets. Et peut-être que c'est ça aussi, de se dire, en fait, tout ce truc complètement impalpable, les emails, etc., en fait, il y a une réalité physique, parce qu'il y a des serveurs, parce qu'il y a des câbles. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement, justement, c'est quoi le chemin, que ce soit un email ou un like, ou comment ça se passe, en fait, concrètement? Là, je prends mon téléphone
qui est sur mode avion, mais je sors du mode avion et je like ou je commente une photo sur Instagram ou un post sur LinkedIn ou un tweet ou je ne sais quoi, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors d'abord, je voudrais rebondir sur la première partie de ta question, parce qu'effectivement, d'abord tout ça c'est très impalpable et c'est un grand récit du capitalisme. Le capitalisme est aujourd'hui tel qu'il se déploie incompatible avec la transition écologique, incompatible avec les limites planétaires, incompatible avec les rapports du GIEC. Et il y a deux façons de le sauver. Et je suis pas anticapitaliste, hein, mais il y a deux façons de le sauver. La première, c'est de dire qu'il va être vert. C'était l'objet d'une première enquête que j'avais réalisée sur les métaux de la transition énergétique, où j'expliquais qu'en fait, il n'y a pas de capitalisme vert, il n'y a pas de croissance verte. Et puis l'autre grand récit du capitalisme, c'est de dire qu'il va être dématérialisé. Si on est dématérialisé, si on crée de la richesse, mais en dématérialisant nos actions qui sont à la source de la création de richesse, alors on peut espérer trouver la solution à la quadrature du cercle. On va pouvoir continuer à croître tout en ayant un impact sur l'environnement qui sera moindre. Et donc on est gagnant sur toute la ligne de la sorte. Vivre en ligne, mettre nos données dans le cloud, dématérialiser nos actions quotidiennes, avoir des existences davantage virtuelles, tout cela, ça participe de ce grand récit qui dit on va pouvoir rien changer en faisant la même chose, mais dans le virtuel, en remplaçant nos actions matérielles par des actions virtuelles. La gouvernance sera en ligne, l'agriculture sera connectée, tout sera intelligent et ainsi de suite. Or, je pense que c'est pas vrai du tout et qu'au contraire, on aboutit à l'effet inverse à celui qui était recherché. Partant d'un like, pour revenir à ton point, si je te like sur un réseau social, je ne sais pas si tu as un réseau social, moi j'en ai un, je suis sur Twitter, je suis sur LinkedIn, qu'est-ce qui se passe si je like ton profil sur un réseau social alors que 1,50 m nous sépare? Eh bien en fait, d'abord le like rejoint une antenne 4G qui se trouve au-dessus de nos têtes, quelque part dans un immeuble dans le centre de Paris. Le like, la notification numérique, le signal transite par de la fibre optique qui descend le long des parties communes de l'immeuble. Elle se retrouve à 1 mètre sous le sol, sous les trottoirs de Paris. Elle file jusqu'aux locaux techniques de l'opérateur où cette notification se mélange à d'autres notifications. Tout cela rejoint la côte atlantique française, traverse l'océan Atlantique à la vitesse de 200 000 km/s. C'est la vitesse de la transmission de l'information sous forme de pulsation de lumière dans la fibre optique. Elle se retrouve stockée dans plusieurs centres de données aux États-Unis puisque le like a été probablement émis sur un réseau social américain. Puis le like fait chemin inverse jusqu'à ton téléphone depuis lequel tu vas constater que tu as été liké. Donc en fait, il n'y a pas 2 mètres qui nous séparent ou 1,50 m, il y a des milliers de kilomètres qui nous séparent. Et tout cela, c'est la route de nos données, données qui ne peuvent transiter d'un portable à l'autre parce que d'un portable à l'autre, entre les deux, il y a une infrastructure qui, selon Greenpeace, est en passe de devenir la chose la plus vaste que l'homme n'a jamais construite pour vivre nos vies connectées. C'est une infrastructure qui est à la fois terrestre, amphibie, puisqu'elle passe par les océans, extra-atmosphérique de plus en plus. On parle de constellations de satellites, d'internet spatial. Et c'est une gigantesque infrastructure de béton, de verre, d'acier, qui est construite et opérée nuit et jour, 24 heures sur 24, par des hommes et des femmes, pour que nous puissions vivre en ligne. Et donc, c'est toute cette histoire que je veux raconter. C'est marrant parce que je crois que en fait, même moi qui suis au courant, entre guillemets, j'ai du mal à imaginer qu'on a mis des câbles qui traversent l'Atlantique pour faire passer ces données. Parce qu'en fait, quand tu dis ça, c'est... Parce que quand tu dis ça passe de l'opérateur jusque chez Facebook, LinkedIn ou autre, on a du mal à imaginer que ça passe en fait à travers des câbles. En fait, c'est tellement physique, c'est tellement old school, entre guillemets, par rapport à... C'est super old school, et en même temps, sans ça, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas d'informatique quantique, il n'y a pas de métavers. C'est ça d'ailleurs le paradoxe qui est drôle. En fait, il fut un temps où la donnée transitait par satellite. Et puis au tournant des années 70-80, c'est la technologie des câbles qui a pris le dessus sur les satellites parce que elle permet de faire transiter et circuler beaucoup plus d'informations. La bande passante est infiniment supérieure lorsqu'elle passe par des câbles sous-marins que par des satellites. Et à l'ère du big data, on peut pas faire autrement que de dépendre des câbles à telle enseigne
que 95% de la donnée aujourd'hui que nous transférons sur Terre transite par les câbles. Alors ce sont des câbles terrestres, mais ce sont avant tout des câbles sous-marins. Pourquoi? Parce que ça coûte 10 fois moins cher de faire transiter un câble sous-marin, par le fond des mers, que de devoir creuser une tranchée à travers un pays ou un continent. Donc tant que faire se peut, les câbles sont posés au fond des mers, et puis au dernier moment, lorsqu'il faut les raccorder à nos maisons, on passe par la bande de territoire émergée la plus courte possible. Mais ce sont pour des raisons de coût que la donnée est d'abord une donnée qui effectivement dépend d'infrastructures sous-marines. Et ces infrastructures, il faut les déployer, et donc on parle de navires câbliers qui toute l'année déroulent du câble au fond des mers. Et effectivement, c'est complètement contradictoire avec l'idée qu'on se fait d'une technologie Internet qui serait dématérialisée et de toute l'informatique quantique. J'en profite pour te raconter une histoire, mais il faut les recycler, ces câbles. Au bout de 15, 20, 25 ans de mise en service, les câbles sont débranchés. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, en fait, la plupart du temps, on les laisse au fond des mers. On les récupère pas en fait. Sauf qu'il y a une société sud-africaine qui s'appelle Mertec Marine, qui a été créée par un type à qui j'ai parlé, que j'ai pas rencontré mais à qui j'ai parlé, qui est fascinant, qui s'appelle Alwyn Duplessis. Et en fait, ce monsieur en 2008 a dit: mais moi je constate qu'il y a du cuivre dans les câbles, de l'aluminium, de l'acier, et ça se recycle. Et je peux même gagner de l'argent avec ça. Et donc il a monté en 2008 la première opération de récupération de milliers de kilomètres de câbles dans un coin du monde. Et depuis cette année, je crois qu'il y a 3 ou peut-être 4 navires de sa société qui en fait sillonnent le monde pour aller récupérer les vieux câbles, la toile du net au fond des océans. Donc quand on lui dit dans un dîner: et toi tu fais quoi dans la vie? Il dit: je recycle la toile du net qui dort au fond des océans. Et comment est-ce qu'on recycle cette toile du net? Il faut en fait se poser au fin fond du Pacifique Nord ou de l'Atlantique Nord et aller chercher les câbles en regardant des vieilles cartes, des câbles qui ont été déposés 20 ans plus tôt et qui entre-temps ont été déplacés par les courants marins. Donc les types, faut s'imaginer quand même qu'ils sont sur un navire, un gros machin, mais enfin bon voilà, ils ont bravé la tempête. Il y a un équipage de Philippins qui regarde une carte et qui dit: si tout se passe bien, la carte, le câble est exactement là, à des millimètres de profondeur, sous notre bateau. Et comme il n'y a pas de radar qui fonctionne à 6 000 mètres de profondeur, pas de robot, et ben en fait on lâche un grappin au bout d'une corde de 6 km de profondeur, et les mecs grattent le fond du mer, et à un moment ils sentent le câble, ils sentent la pression et ils remontent le câble. Donc à l'heure où je te parle d'informatique quantique, d'internet des objets, d'internet de tout, d'internet des corps, d'internet des sens, d'internet des yeux, de métavers et de cloud en série, il faut que tu associes tout ça, c'est-à-dire les technologies les plus modernes qui soient, à une bande de gars qui, au fin fond du Pacifique Nord, à l'instant que je te parle, sont en train de racler le fond des mers avec un grappin pour sentir physiquement le câble qui va être remonté, qui va être recyclé. Voilà, donc c'est une façon aussi, cette enquête, de raconter ce qui est inracontable et même inimaginable derrière les technologies les plus efficientes, les plus avancées, les performantes qui soient. C'est hyper intéressant. On va parler des métaux rares, parce que c'est aussi un sujet sur lequel tu as écrit un premier ouvrage. Quand on parle de pollution numérique, moi, ce que je sais, mais peut-être que je me trompe, donc je vais te poser la question, c'est que même si notre première ministre nous a dit il faut déstocker les emails, etc., pour être dans la... Ça sert à rien. Voilà. En fait, la majorité de l'empreinte numérique, elle est faite dans les terminaux qu'on possède, c'est-à-dire les téléphones qu'on recycle pas d'ailleurs, mais qui sont irrecyclables pour la majorité parce que c'est des métaux rares mais qui sont trop petits, donc on peut pas en faire grand-chose. Dans les terminaux, les ordinateurs, les tablettes, les téléconnectés, etc., etc. En fait, la majorité de l'empreinte numérique, elle est faite dans les terminaux et pas trop dans le partage de données, ou je me trompe? Tu connais le ratio? Enfin, j'imagine que oui. 70-75% de la pollution numérique, c'est une pollution matérielle. Et donc, le principal poste d'empreinte écologique du numérique, c'est d'abord la matière première qui permet de fabriquer
tout ce qui fait la matérialité du numérique. D'abord les interfaces, c'est-à-dire nos téléphones portables, qui font l'interface entre nous et Internet. Il y en a des dizaines de milliards en circulation sur Terre, de téléphones portables et autres tablettes, ordinateurs, mais c'est aussi la matière qui permet de fabriquer les serveurs, qui ensuite sont stockés dans des data centers, dans des centres de données. C'est la matière qui sert à fabriquer les câbles sous-marins et les satellites. Donc c'est d'abord une pollution matérielle. L'impact des données, du stockage des données sur l'environnement, il est réel, mais il est très faible. Il représente environ, on dit, 15% de la pollution numérique. Et à l'intérieur de ces 15%, mon email et nos données personnelles, c'est un pouillème de pouillème de pouillème. La donnée, c'est d'abord de la donnée d'entreprise, de la donnée d'État, et puis c'est militaire, et puis c'est de la vidéo. Donc le mail en l'affaire, je ne l'ai jamais calculé, je ne crois pas qu'il ait été calculé, mais c'est un pouillème de la pollution générée par les données qui elle-même est une part substantiellement faible de la pollution numérique. Donc très bien de dire il faut nettoyer ses emails, mais c'est plus pour la partie éducation, pour être conscient que si je vide ma boîte mail, je vais économiser tant de consommation d'électricité qui représente je ne sais combien d'heures ou de journées d'éclairage chez moi. Donc c'est bien de faire l'exercice pour remettre du concret derrière mon email. Donc la partie éducative est intéressante, mais c'est pas ça qui va nous permettre de passer l'hiver, hein. C'est complètement ridicule. Et donc d'abord c'est une pollution matérielle. Et puis je t'ai pas parlé de cette pollution matérielle, tu m'as parlé de métaux rares, je te parle de métaux rares si tu veux, je te raconte les conditions d'extraction de ces matières premières. J'en ai plusieurs des questions là-dessus. Je sais que tu dis que c'est compliqué d'imaginer qu'un iPhone, qui est un bel objet, un iPhone, un smartphone de manière générale, qui est un très bel objet, pollue autant. L'action que je me pose moi depuis un petit moment, c'est est-ce qu'on va pas se souvenir de Steve Jobs, donc le fondateur d'Apple, pas Steve Jobs per se parce que c'est pas lui le designer, mais comme le plus mauvais designer au monde, dans le sens où ce sont des produits qui sont très beaux, certes, mais qui sont absolument pas recyclables. On ne peut pas changer la batterie, on peut rien faire. C'est-à-dire que ton téléphone, il a une obsolescence, enfin techniquement, et ton ordinateur, l'ordinateur c'est un peu moins vrai que le téléphone, mais il a une obsolescence programmée totale. C'est-à-dire que tu peux pas changer l'appareil photo, tu peux pas changer. Généralement, ce qu'on nous vend maintenant dans les smartphones, pourquoi tu changes, c'est la batterie. Et c'est la qualité de l'appareil photo en général. Les processeurs aujourd'hui, ils ont vraiment la capacité de soutenir la charge, à moins qu'on passe en 3D ou je sais pas comment. Enfin, j'ai du mal à imaginer ça tout de suite. En fait, tu changes par un désir d'avoir le dernier téléphone, bien sûr. Il y a ce désir capitaliste d'avoir la dernière nouveauté, mais il y a aussi vraiment le fait que le téléphone, il fonctionne plus, en fait, tout simplement. Steve Jobs a permis la fabrication à grande échelle d'un objet qui est magnifique. Et c'est toute l'ambiguïté de cet objet. Il n'était pas bouddhiste, mais Steve Jobs l'a écrit, il l'a dit, que pour lui, le bouddhisme zen, l'esthétique bouddhiste zen est la perfection esthétique. Il était fasciné par ces temples bouddhistes zen au Japon, avec ces lignes très épurées, très virginales, et il voulait que les téléphones ressemblent à ces temples bouddhistes zen japonais. Chez lui, il n'y avait rien. Enfin, il n'avait pas de meubles. Et alors, il y a cette espèce de logique de pureté, d'épuration, donc de perfection esthétique. Et donc, on se retrouve avec entre les mains un téléphone, que ce soit l'iPhone ou d'autres téléphones d'autres marques, mais qui reprennent cette esthétique très épurée, très... Et du coup, comment est-ce que ce qui est beau peut être sale ? Et en fait, il y a une confusion, je dirais, sensorielle, qui commence par le regard. Comment peut-on associer Internet et le numérique en général à de la pollution, alors même que notre seul rapport sensoriel physique à ces technologies, à cette infrastructure, sera un téléphone qui est une merveille de beauté. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à associer, je pense, Internet à de la pollution. C'est parce qu'encore une fois, notre seul contact physique avec Internet est un contact qui, au contraire, appelle des sentiments très positifs et des perceptions physiques et sensorielles très positives. Derrière le téléphone, dans le téléphone, il y a des dizaines de métaux, dits rares parce qu'ils sont très dilués dans l'écorce terrestre et qui en même temps ont des propriétés physiques et chimiques tellement exceptionnelles qu'on ne peut pas s'en passer. Il faut savoir que si on passait pas par ces petits métaux dits rares tels que le néodyme, le cobalt, d'autres métaux moins rares comme le lithium, le nickel, nos téléphones feraient la taille d'une brique.
Personne ne veut un téléphone qui fait la taille d'une brique. On n'a pas envie de se promener avec son téléphone. J'ai vu mon père avoir un téléphone qui faisait la taille un peu plus qu'une brique d'ailleurs. Absolument. Et donc en fait, on veut des métaux qui soient miniaturisés. Les métaux rares permettent la miniaturisation, mais donc il faut aller les extraire. Et il faut un ratio roche extraite et quantité de matière première purifiée à 100% obtenue à la fin du processus de raffinage, qui est absolument colossal. À telle enseigne d'ailleurs qu'on fait souvent ce calcul de l'impact matériel global d'un téléphone. Il faut 182 kg de matière première pour produire un téléphone de 150 grammes. Donc il faut 1200 fois plus de ressources durant tout le processus de fabrication du téléphone que le poids final du produit, parce qu'il faut extraire beaucoup de ressources du sol pour obtenir quelques grammes ou milligrammes de ces téléphones qui contiennent ces métaux très dilués dans l'écorce terrestre. Donc il y a un coût environnemental énorme qui est aggravé par le fait que tout est fait pour que nous consommions le plus de téléphones possible. Et donc on en vient au deuxième point de ta question, qui est l'obsolescence programmée. Il y a 3 types d'obsolescence. L'obsolescence technique, la batterie de mon téléphone portable est collée au téléphone, c'est la première qui tombe en panne, il suffirait de la changer, sauf qu'on ne peut pas la changer, et donc il faut jeter le téléphone. Et ça peut être vrai aussi d'une caméra dans le téléphone, de l'appareil photo. On pourrait juste changer l'appareil de photo du téléphone, mais en réalité, on jette le téléphone. Après, il y a l'obsolescence logicielle. On a tous vécu cette expérience extrêmement douloureuse de ne pas pouvoir télécharger la dernière application à la mode parce que le téléphone portable, le hardware, n'est pas compatible avec le software. Et donc du coup, on change de téléphone pour pouvoir télécharger la dernière application WhatsApp ou je ne sais quoi. Et puis enfin, l'obsolescence culturelle. J'ai un très beau téléphone tout neuf, mais la version ultime de ce téléphone vient encore de sortir, l'iPhone 14 est arrivé, je crois, un an après l'iPhone 13, et donc j'achète l'iPhone 14 alors que l'iPhone 13 fonctionne très bien parce que je ne peux résister à ce nouvel objet très beau. Et donc si on prend conscience de ces stratégies marketing d'obsolescence, alors on est mieux armé pour lutter contre cette tentation permanente de vouloir changer de portable et donc d'aggraver à chaque fois qu'on en change le coût écologique du numérique. Est-ce que cette dernière obsolescence, c'est ce qui fait que le Fairphone a du mal à... Alors je sais pas, pour les personnes peut-être qui peuvent expliquer ce que c'est que le Fairphone. Il a du mal à percer finalement. Alors le Fairphone, on pourrait dire que c'est le téléphone le moins polluant au monde ou le plus propre du monde, c'est selon. C'est un téléphone qui pèse un peu plus qu'un iPhone classique par exemple. Il est un peu plus lourd. Il est produit par la société Fairphone, qui est une société néerlandaise, établie à Amsterdam. Et il y a 2 idées fortes derrière le Fairphone. C'est que tous les métaux qui composent le téléphone, et il y en a autant que dans n'importe quel autre téléphone, sont des métaux dont l'entreprise s'assure qu'ils aient été extraits dans des conditions qui soient les plus respectueuses de l'environnement et des hommes. On va y revenir. Hein. Et c'est imparfait parce que ils peuvent pas tout savoir, mais quand ils savent pas, ils ont l'honnêteté de le dire. En tout cas, ils ont vraiment développé ce qu'on appelle le sourcing éthique, et dans la mesure du possible, ils font vraiment en sorte que les chaînes d'approvisionnement en métaux soient les plus éthiques possibles. Et puis après, ce sont des téléphones qui sont modulables, c'est-à-dire réparables. Donc quand la caméra du téléphone tombe en panne, on change la caméra. Et ils facilitent le plus possible ce type de modularité-là, à telle enseigne que tu es censé pouvoir... D'abord, ils ont la caméra en kit disponible, donc tu peux la commander facilement, l'avoir chez toi très vite, et tu peux toi-même la démonter, la remonter. Le téléphone est comme un Lego qui se démonte et se remonte facilement. Donc tu es vraiment véritablement propriétaire de ton téléphone parce que tu peux rentrer dans son fonctionnement et dans son démontage partiel et sa réparation partielle, de sorte que tu es censé garder ce téléphone 7 à 8 ans, dit Fairphone. Donc c'est intéressant. Alors simplement, pourquoi est-ce que ça marche pas? Alors d'abord, il s'en vend 100 000 exemplaires par an. Il se vend plus d'1 milliard de téléphones portables dans le monde par an. Donc c'est effectivement une goutte d'eau dans l'océan. Pourquoi ça marche pas? Parce que ce sont des téléphones qui sont un peu plus gros que le téléphone classique, mais à peine plus gros, hein. C'est pas, il y a quelques dizaines de grammes de différence, mais peut-être que la prise en main est moins agréable, peut-être qu'on ne les connaît pas assez. Je suis pas sûr que tous nos auditeurs et auditrices connaissent l'existence du Fairphone, donc il y a aussi une question de communication. Il faudrait aussi qu'il y ait des partenariats avec les boutiques qui ont pignon sur rue dans les villes de France pour que les Fairphones soient mieux vendus. Est-ce que ces partenariats sont faciles à signer? Je ne sais pas. Et puis, pas forcément, parce qu'en fait ça va à l'encontre des boutiques, c'est-à-dire qu'en fait les boutiques elles ont tout intérêt à avoir une obsolescence programmée pour vendre le plus de téléphones possible,
Et en fait, ce téléphone-là, tu le gardes en fait. Donc, et comme tu rachètes le nouveau téléphone, du coup, tu rachètes contre 2 ans de forfait, pieds et poings liés. Donc effectivement, tout sert un modèle économique qui n'a aucun intérêt à voir arriver sur le marché et en masse des téléphones qui ne se changeraient que tous les 7 à 8 ans. C'est complètement incompatible avec le modèle de croissance. Sauf à ce que ces boutiques changent de modèle économique et disent, mais moi, je ne vais pas vous vendre mon téléphone, je vais vous le louer. Alors, si je vous le vends, j'ai intérêt à ce que vous veniez en acheter un nouveau le plus vite possible. Mais si je vous le loue, j'ai intérêt à rentabiliser l'achat à la base du téléphone et de vous le louer le plus longtemps possible. Donc, si on change de modèle économique, si on participe de l'économie du partage, parce que c'est l'économie du partage que de louer un téléphone que je vais redonner ensuite à son loueur qui va lui-même le confier à un autre client, alors eh bien, je change complètement la dynamique derrière cela et je peux espérer que la logique économique soit précisément de faire durer le produit. Mais c'est difficile, l'économie du partage à mettre en œuvre. Non, mais et juste pour faire le marketing justement du téléphone, tu peux, si je me trompe pas trop, et j'ai pas de Fairphone, hein, donc là, je jette pas la pierre, moi mais non plus. tu peux choisir la qualité de la caméra. Enfin, en fait, tu as des options en fait. C'est-à-dire que tu peux, si par exemple la caméra c'est pas très important pour toi parce que t'es pas sur Instagram et que finalement en vrai les photos c'est pas essentiel, bah tu peux moduler ce truc-là. Tu peux moduler la batterie. La batterie, je suis pas sûr, mais tu peux moduler un certain nombre de choses en fonction des importances, enfin des choses qui sont importantes pour toi aussi. Ah bah tu m'en apprends des Non, informations. Je me trompe peut-être, mais Tu m'en apprends. Moi je les ai rencontrés, je les ai adorés. Je dis ça, j'ai pas d'action en Fairphone, mais c'est les militants. Et en fait, ils sont capitalistes, hein, ils ont besoin de vendre des téléphones pour générer du chiffre d'affaires, employer leurs salariés, enfin tout ça, ça tourne. Et à mon avis, je pense que le comptable derrière repasse plutôt 2 fois qu'une. Mais en même temps, il y a une vraie démarche militante. Et ils ont ce qu'on appelle des Key Performance Indicators, les KPI. Et en fait, l'un de leurs KPI, parmi leurs 6 KPI les plus importants, et un de leurs KPI que j'adore, c'est comment est-ce que ce que l'on fait est reproduit ailleurs et copié par nos concurrents. N'importe quelle entreprise de la sphère capitalistique a plutôt intérêt à garder, à conserver jalousement ses secrets et à rester unique. C'est un argument de différenciation en marketing. Or là, c'est exactement l'inverse. Ils disent, mais comment est-ce que, notamment, notre façon de produire des téléphones, les chaînes d'approvisionnement éthiques que nous avons déployées, eh bien, ne servent pas comme argument différenciant pour qu'on achète un Fairphone propre plutôt qu'un iPhone qui est sale. Je caricature. Et en fait, comment est-ce que les autres entreprises de téléphonie mobile eh bien, vont reproduire dans leurs pratiques internes ces logiques de due diligence, de sourcing éthique qui sont les nôtres, et comment est-ce qu'on va les inspirer. Et une partie de notre succès, le 31 décembre, est appréciée à l'aune de ce KPI-là, qui est un KPI qui confine au partage, à l'échange, plus que l'inverse. On va parler du sourcing, parce qu'effectivement, donc des métaux. D'abord, on parle de métaux rares, mais de ce que je comprends, c'est pas forcément des métaux rares per se, parce qu'en fait, ils sont pas rares techniquement, mais en fait, bon, ça dépend lesquels d'ailleurs, mais il y en a qui sont rares hein, néanmoins, mais ils sont pas tous rares, c'est-à-dire qu'on peut en trouver simplement, ce que tu disais, ce qui sont très dilués. Donc déjà, il y a plusieurs choses. Il y a la première chose qui est que, de ce que je comprends, c'est que admettons dans 1 kilo de roche, je vais dire n'importe quoi, mais tu vas trouver X grammes de tels métaux, et qu'en fait il y a plein d'autres métaux, mais parfois, comme on cherche ce métaux en particulier, on fait rien des autres métaux qui sont dans la roche. Mais surtout, ce qui va être intéressant dans le sourcing, c'est que moi j'ai cette idée que en fait c'est tellement difficile qu'on a besoin de mains d'enfant pour aller les chercher. Alors j'aimerais bien savoir si c'est un truc complètement fake que j'ai en tête, ou est-ce qu'il n'y a pas de travail des enfants, c'est pas... Alors, je reprends les 2 points de ta question. Le premier, c'est de redéfinir ce que c'est qu'un métal rare. Un métal rare est un métal qui est plus rare qu'un métal abondant. Dans la nature, il y a les métaux abondants. Cuivre, fer, aluminium, zinc, plomb. Simplement, associé à du fer, par exemple, on trouve dans une mine de fer d'autres métaux qu'on appelle des sous-produits de l'industrie du fer. C'est-à-dire qu'ils sont associés au fer, mais dans des proportions qui sont moindre. Par exemple, le néodyme est un sous-produit du fer, c'est un métal rare qui est 1250 fois plus dilué dans l'écorce terrestre en moyenne que le fer lui-même. Donc si j'extrais de la roche au point de pouvoir produire avec cette roche 1 kg de fer, je vais me retrouver
pour la même quantité de roche extraite avec moins d'1 gramme de néodyme. Mais sans néodyme, il n'y a pas de téléphone portable. C'est l'aimant du téléphone portable. Et si on remplace le néodyme par un dérivé du fer qu'on appelle la ferrite, on se retrouve avec un aimant tellement gros que ton téléphone fait à nouveau la taille d'une brique. Donc comme personne ne va retourner dans cette direction-là, ça rentre pas dans les eh poches. bien en fait, on ne peut pas se passer de néodyme aujourd'hui. Donc ce sont des métaux qui sont rares, mais parce que dilués. Mais en revanche, ils sont pas rares parce que on en trouve partout sur Terre. On en trouve au fond des océans. Les Japonais ont annoncé il y a quelques années avoir découvert d'immenses quantités de ces métaux, notamment du néodyme, dans une zone économique exclusive au fin fond du Pacifique, et ils ont dit qu'il y en avait pour 7 à 800 ans de consommation intérieure. Et si on multiplie les zones d'exploration sous-marine et qu'on va même regarder au-dessus de nos têtes ce qui se promène sur les astéroïdes, c'est pas de la rareté. Mais c'est une rareté industrielle, parce que le marché ne peut pas forcément en produire beaucoup, et avec des risques de tension sur les approvisionnements, faute de pouvoir en produire suffisamment. Je prends un exemple, nous sommes dans cet immeuble, il y a peut-être des terres rares sous l'immeuble. Qui est une famille de métaux rares. Est-ce que j'ai intérêt à détruire cet immeuble pour aller extraire je dis n'importe quoi, les 5 kilos de terres rares promises dans le sous-sol de cet immeuble-là? Non. Donc en fait, cette dilution est telle, le coût écologique, le coût extractif, le coût économique est tel qu'en fait, finalement, on ne va pas forcément l'extraire. Et c'est ça qui génère des phénomènes de rareté industrielle. Le second point, c'était la question des enfants. Il y a un endroit sur Terre où, à ma connaissance, on extrait des métaux grâce aux enfants, avec les enfants, ou à cause grâce, c'est évidemment pas grâce, mais du fait des enfants, c'est la région du Katanga, qui est la province méridionale de République démocratique du Congo. Ce cobalt, il est indispensable pour les batteries des téléphones portables. Chacun d'entre nous avons quelques grammes de cobalt sur nous, et qui provient très probablement du Congo-Kinshasa, puisque c'est le producteur de 60% du cobalt sur Terre. Entre 15 à 30% de la production de cobalt est issue du marché noir, donc de mines artisanales dans la province du Katanga, mines dans lesquelles œuvrent, moi je n'y suis pas allé personnellement, œuvrent des enfants, c'est connu. Pourquoi est-ce que ce sont des enfants? Je ne crois pas que ce soit à cause de leurs petites mains. Peut-être dans les mines d'or, peut-être dans les mines de diamants, parce que là on ramasse littéralement la pépite ou le morceau de diamant. Mais le cobalt, il faut d'abord le raffiner pour ensuite arriver à la matière première purifiée. Donc je ne crois pas que là on ait besoin de mains très fines, comme ce pourrait être le cas pour d'autres minerais et métaux. Les enfants travaillent parce que c'est comme en France il y a 150 ans, c'est de la main d'œuvre qu'il faut nourrir, mais qui peut aussi rapporter de l'argent, et c'est encore comme ça que ça se passe dans cette région du monde. Donc il y a effectivement du travail d'enfants, et d'ailleurs ce travail a été évoqué et confirmé il y a quelques années par un rapport de Amnesty International, qui a publié un rapport qui s'appelle Recharge, et dans lequel il était avéré, ils avaient remonté la chaîne de valeur du cobalt depuis les mines jusqu'aux batteries de téléphones portables et aussi de voitures électriques à l'époque d'ailleurs, et ils avaient montré eux-mêmes que leurs investigations permettaient de prouver qu'il y avait un lien direct entre le travail des enfants et ces batteries. Et il n'y a pas, que ce soit chez Samsung, Apple, tous les gros opérateurs, pas les gros opérateurs, les gros constructeurs de chartes d'éthique. Si, donc ça veut dire que... de plus en plus. Si. Et d'ailleurs, elles font beaucoup d'efforts, et il faut reconnaître les efforts de ces entreprises qui le font pour des raisons de réputation. Elles n'ont pas envie de voir leurs produits entachés de la sorte, accompagnés d'une mauvaise publicité. Donc de plus en plus, ces entreprises développent, et d'ailleurs des lois, que ce soit en France ou elles vont arriver bientôt à l'échelle du continent européen, se multiplient pour obliger les entreprises à inspecter leur chaîne d'approvisionnement, de sorte qu'elles s'assurent que à la base et à la source de leurs produits, il n'y a pas ce travail d'enfant. Après, ça ne règle pas complètement le problème, parce que les Chinois achètent, sont peut-être moins regardants sur les due diligence en interne. Huawei par exemple. Oui, alors je connais pas précisément comment ça se passe du côté de chez Huawei, mais
évidemment on risque de se retrouver en fait à acheter des batteries chinoises, mais faites avec des métaux qui eux ont été extraits dans des conditions peu reluisantes, et nous, clients final, n'avons aucune espèce de manière de savoir et de faire pression sur le vendeur de batteries chinois pour savoir à N-2, 3, 4, 5, 6 comment ça s'est passé dans les mines du Katanga. Donc il y a un problème de transparence de la chaîne d'approvisionnement qui est très difficile à mettre en œuvre, et je suis confiant, j'ai envie de penser que ça va, et il y a toute raison de penser que on va tarir ces sources d'approvisionnement là et les remplacer par des sources d'approvisionnement plus éthiques à l'avenir. Ça va aller dans ce sens là parce que nous, Européens, allons imposer nos standards de consommateurs. Et dans cette compétition, dans ce rapport de force entre le consommateur et le vendeur du produit, eh bien le consommateur peut dire: je t'interdis l'accès de tes produits à mon marché, qui par ailleurs est le premier marché du monde. Le marché européen est le premier marché aujourd'hui au monde. Et donc on a suffisamment de pouvoir, de puissance pour pouvoir te faire plier et te forcer à changer tes propres pratiques, et ce sera la condition pour que tu puisses nous vendre à nous, consommateurs européens, tes téléphones portables, etc., etc. Tu parlais de la Chine, on va parler d'un peu de géopolitique, tout en restant sur les métaux rares. Il y a une dépendance très forte à la Chine géopolitique en raison des métaux rares. Pas que pour le coup, c'est pas uniquement pour les téléphones, je pense principalement aux panneaux solaires, aux batteries qui sont dans les voitures, etc. etc. Et on voit un mouvement en France où on est en train d'aller chercher du lithium. Est-ce que, tu peux nous parler un peu de ça? Ça m'intéresse vachement de comprendre ce mouvement parce qu'en plus, tu as écrit un bouquin sur la géopolitique avant, de comprendre ces petits mouvements géopolitiques, parce que je ne sais pas si tout le monde les comprend ou a conscience de ce qui se passe. Avant l'enfer numérique, il y avait La guerre des métaux rares qui a été publiée en 2018 et dans lequel j'écrivais, et je continue de le lire, parce que rien n'a changé à mon avis, que la transition énergétique, c'est une transition de métal. Et que, oui, on voudrait se sevrer du pétrole, mais que changer de technologie, passer aux technologies vertes, telles que les panneaux solaires, les éoliennes, les batteries de voitures électriques, et aller aussi vers la dématérialisation, qui peut être une amie de la transition énergétique, avec les téléphones portables et autres interfaces qui permettent d'avoir des vies plus dématérialisées, entre guillemets. Et bien tout cela, ce sont à chaque fois des matières premières, et souvent les mêmes matières premières qu'il faut extraire du sol. Et donc, il va falloir extraire plus de lithium pour les batteries, plus de cobalt pour les batteries, de véhicules électriques comme de portables, téléphones portables, plus de graphite, qui est un minerai très important également pour les batteries, plus de terres rares pour les téléphones portables et pour les moteurs de la plupart des voitures électriques. Et en fait, les quantités de métaux nécessaires, qu'ils soient rares ou pas rares, même abondants, le cuivre, le fer, l'aluminium, le zinc pour la transition énergétique, ces quantités sont absolument colossales. Et donc nous basculons dans un monde où nous étions dépendants du pétrole, à un monde dans lequel nous sommes en train de devenir dépendants des métaux pour la transition énergétique. Or, ces métaux, où est-ce qu'on va aller les chercher? À quel coût pour l'environnement? Donc c'est là qu'on se rend compte que le verre n'est pas complètement vert et que les technologies numériques elles-mêmes sont polluantes. Et puis à quel coût économique et auprès de quel pays? Et c'est là qu'on découvre qu'en fait, nous, l'Europe, ne produisons quasiment pas, les Européens ne produisons quasiment pas de ces métaux. Et surtout pas le lithium, qui est en train de devenir l'un des métaux les plus stratégiques pour pouvoir accompagner cette transition vers la mobilité verte, entre guillemets, et vers toujours plus de téléphones mobiles. Le lithium est produit en majorité par les Australiens. Il est produit par les Chiliens, il est produit par les Chinois. Les Chinois produisent des tas d'autres métaux et en fait ils sont devenus la nouvelle Arabie Saoudite des métaux rares, puisqu'ils produisent l'antimoine, le gallium, l'indium, les terres rares, le tungstène, le silicium métal pour les technologies vertes et les technologies numériques. Et en fait nous sommes obligés d'aller chercher ces métaux auprès de ces pays. Et il y a des risques que ces pays favorisent leur propre transition énergétique à eux au détriment de la nôtre, veulent garder ces matières premières qu'ils ont produites chez eux pour pouvoir nourrir les appétits de leurs propres industriels au détriment des nôtres. Et c'est là que nous sommes dans une nouvelle dépendance. Arrive la question de, mais est-ce que nous, on ne peut pas produire ces métaux nous-mêmes? Est-ce qu'on ne pourrait pas contourner cette dépendance à ces pays extractifs miniers, notamment la Chine, mais il y en a d'autres, la RDC, le Chili, la Bolivie, l'Argentine, l'Australie, peut-être demain le Canada, l'Afrique du Sud, la Russie, et produire par exemple le lithium dont les besoins explosent sur notre propre territoire européen. Et donc arrive il y a quelques semaines une annonce faite par Imerys.
Et Imerys, qui est une entreprise française qui est très présente dans le secteur extractif, dit mais moi j'ai une mine qui est déjà en opération, enfin c'est une carrière de kaolin dans le centre de la France, dans l'Allier, et sous cette carrière il y a du lithium. Et donc pourquoi ne pas commencer à extraire du lithium à partir de 2028 pour pouvoir fournir la matière première de nos vies connectées, de nos vies plus durables et plus propres et plus zéro carbone. Et donc, à la fois, c'est une solution qui permet de réduire notre dépendance à la Chine, et puis en même temps, c'est une annonce qui nous dérange. Parce que on est en train de se dire, mon Dieu, mais il va falloir que j'assume de payer un coût écologique pour extraire cette matière première sur mon territoire, alors qu'on m'avait dit que tout était dématérialisé, que tout était propre. Et donc nous sommes mis face à nos contradictions, et puis aussi aux contradictions de la pub, qui nous a quand même asséné pendant 10 ans que la voiture était propre, et puis en fait tout d'un coup on se rend compte que pour rouler propre et pour être virtuel, il va falloir creuser plus profondément. Et donc c'est là qu'il faut que nous faisions cette introspection, nous consommateurs, citoyens, de réaliser que la matière va nous gouverner très longtemps, et qu'il va falloir qu'on aille la chercher quelque part, et il va falloir que nous assumions une partie de ce fardeau minier, à concurrence probablement de notre consommation. Si la France est 1%, 2% de la consommation mondiale de lithium, il faut que nous extrayions ce lithium, et il va falloir que nous nous mettions face à nos responsabilités, à nos modes de consommation, que nous réalisions que tout a un coût, et qu'il faut que nous portions nous-mêmes une partie de ce fardeau. C'est hyper intéressant parce que quand tu dis ça, ça veut dire qu'il y a un retour des mines en Europe. Qui est en train de s'annoncer, notamment le lithium. Et en fait, les mines, c'est le passé pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est vrai que en fait, je trouve que c'est hyper intéressant de voir à quel point la beauté de l'iPhone s'oppose avec l'horreur de la mine, enfin, dans l'imaginaire collectif. Et en fait, les deux sont extrêmement liés et on est complètement face à nos contradictions. De dire, on veut les dernières technologies, etc., etc. Mais comme, en fait, je pense que l'écologie, ça appuie précisément là où ça fait mal de manière générale. C'est-à-dire que on veut notre mode de vie, mais on veut pas les migrants. Et pourtant, évidemment, c'est notre mode de vie qui fait que il y a un certain nombre de personnes qui sont obligées. Moi, je déteste cette expression des migrants, d'ailleurs, parce que c'est des personnes qui quittent leur lieu de vie, leurs amis, leur famille, qui bravent l'esclavagisme, le viol, souvent la mort, parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. C'est pas, ils viennent pas chercher la sécu en France. Je veux dire, il y a plein de gens qui pensent ça, mais c'est juste qu'en fait, on a rendu leur vie impossible parce que, évidemment, la pollution, elle traverse les frontières et que toute la zone subtropicale, elle est beaucoup plus touchée que l'Europe. Donc, on veut notre mode de vie, mais on veut pas les migrants. On veut les téléphones hyper beaux, mais on veut pas les mines. Et en fait, ça appuie précisément là où ça fait mal. Et je trouve ça hyper intéressant de le voir, en fait. Enfin... La mondialisation a permis ce découplage entre la fabrication des produits du quotidien et l'utilisation qu'on en fait. Le fait de pouvoir délocaliser les mines vers d'autres pays, délocaliser les usines de raffinage, délocaliser les chaînes de fabrication, ce sont des emplois de perdus, bien évidemment, ça s'appelle la désindustrialisation, mais c'était en même temps une pollution qui est éloignée, qui est invisibilisée. On a pu laisser d'autres pays assumer le fardeau écologique de nos modes de vie verts et dématérialisés, et les chaînes logistiques extrêmement efficaces ont permis de nous amener ces produits du quotidien dans un temps record. Et donc nous avons eu tous les avantages sans les inconvénients. C'est la mondialisation heureuse, permise par la mondialisation des chaînes d'approvisionnement et la plus grande efficacité des chaînes de sous-traitance. Mondialisation heureuse pour les Occidentaux. Enfin. La mondialisation heureuse pour les Occidentaux, absolument. Parce que effectivement, le Chinois, lui, il sait combien ça lui en coûte d'acheter une voiture électrique, littéralement. Parce que ce sont eux qui produisent les métaux, et d'ailleurs les batteries aussi des voitures électriques. Donc, nous avons vécu dans l'illusion mais je pense que d'une façon sincère, et même les écolos, moi quand j'entends Yannick Jadot dire quand il dit je souhaite en substance qu'on soit moins dépendant du pétrole et du gaz qu'ils viennent de Russie ou d'Arabie Saoudite, et qu'on soit davantage dépendant du soleil et du vent français, c'est l'affirmation politique la plus inepte des 10 dernières années. Entre le soleil et ma prise, il y a des métaux pour fabriquer les technologies qui transforment le soleil en électricité. Et où est-ce qu'on va aller chercher ces métaux? Et donc, il y a cette croyance soit sincère
est très inquiétante, soit insincère et tout aussi inquiétante, ou en tout cas qui nous est véhiculée, que effectivement tout cela n'a pas de coût. Or vous savez, les économistes ont cette phrase there is no free lunch. On ne peut pas se payer un déjeuner toujours gratuit, il faut bien que quelqu'un paye ce déjeuner. Au Chili, les zones de sacrifice sont officiellement reconnues. Ces zones minières, notamment dans le nord du Chili, où on extrait du cuivre, métal indispensable à la transition énergétique et à la transition numérique, on les appelle les zones de sacrifice. Donc il y a des gens qui payent pour que, de l'autre côté de la chaîne de valeur, au niveau de la consommation, eh bien certains puissent se profiter de ces produits. Mais on a découplé la phase de production de la phase de consommation. Et donc on a découplé les impacts écologiques de la phase de consommation. Je consomme sans polluer, puisque je n'émets plus de CO2 avec ma bagnole verte, et puisque j'envoie un email qui est hyper évanescent avec un téléphone qui est tout beau. Mais le découplage géographique entre production et consommation ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui, quelque part, doit assumer ce coût-là. Je trouve que c'est édifiant parce que je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est un fonctionnement du cerveau où on essaye d'éviter de penser à la réalité de ce qu'est notre consommation, ou c'est juste de l'incompréhension, tu vois, sincère. Il y a les deux. Mais je pense qu'il y a un peu les deux, effectivement. Il y a les deux. Je veux dire, je pense qu'on sait tous quand même qu'il y a du coltan dans les téléphones. Enfin, on a tous eu cette information-là. Je pense qu'on veut pas forcément regarder cette réalité en face parce que on veut pas se priver de ces objets aussi. Et puis en même temps, on a aussi vécu dans cette ignorance parce que il n'y a pas eu assez de transparence de la part du politique, de l'industriel. C'est un peu de tout. Mais je suis quand même de ceux qui considèrent que nous ne pouvons pas cacher notre responsabilité. Nous sommes responsables. Je suis responsable à hauteur de ce que je consomme et je peux pas faire porter le chapeau sur les autres, quoi. C'est important de le dire. Je vais revenir sur la pollution. Y compris les jeunes de la génération Greta qui sont au 5e ou au 6e téléphone portable. Oui, moi j'ai écrit un truc sur LinkedIn où je disais que la génération engagée n'existe pas. Moi je crois pas du tout que les jeunes soient beaucoup plus engagés que... Je pense que ça c'est un mythe de la génération engagée, c'est-à-dire il y a plein de jeunes qui sont engagés, ça c'est vrai. Ils sont sensibles. Mais en fait, je trouve que c'est un truc entre guillemets, de boomer, de dire génération engagée pour se désengager eux-mêmes. C'est-à-dire, enfin, oui, non, mais c'est les jeunes qui vont s'occuper de l'écologie. Je crois qu'il n'y a pas de génération engagée. Et je pense que les jeunes, quand je les vois consommer chez H&M, Zara, Shein. Voilà, exactement, Shein. En fait, parce qu'ils ont une pression sociale à changer de fringues, etc. En particulier les filles. Et du coup, ils polluent énormément, en fait. Et effectivement, ils changent de téléphone régulièrement. C'est important d'avoir, parce que c'est des questions d'intégration sociale aussi, à un moment donné. Donc, il n'y a pas de génération engagée. Par contre, ils sont parfois un peu plus. Je voudrais revenir sur la pollution numérique et en particulier aller sur la blockchain. On a entendu, en particulier Ethereum, changer de technologie pour polluer 1000 fois moins, paraît-il. 99,5% moins. Ou ça pourrait polluer 1000 fois moins. Donc voilà, enfin, on peut faire le calcul de plein de manières, mais en fait, ils ont quasiment pas supprimé, parce que ça n'existe pas, justement, c'est un peu le sujet, mais en tout cas réduit de manière très drastique la pollution générée par Ethereum, qui est, pour ceux qui connaissent pas, la plateforme technique de base pour tout ce qui se développe sur la blockchain, donc ce qu'on appelle le Web 3. Voilà, enfin, on va pas faire un épisode sur la blockchain là tout de suite, mais j'en ai d'autres sur le sujet si ça vous intéresse. Qu'est-ce que tu penses, toi, parce que tu parlais justement de la dématérialisation et du mythe de la dématérialisation. Est-ce que justement le fait de dématérialiser, ça permet pas de dépolluer, ou en tout cas de polluer moins? Je pense, typiquement, donc la blockchain, c'est digitalisation de la confiance, donc ça veut dire des institutions en moins, ça veut dire, enfin voilà. Et puis, est-ce que ça permet pas de réduire, parce que c'est pas enlever, c'est réduire la pollution, et que ça peut soit, par exemple, une conférence faite en Zoom call ou enfin. Absolument, et j'insiste, on n'en a pas assez parlé parce que la question n'était pas venue sur le tapis, au sens propre du terme. On est sur un tapis. Hein. Mais d'abord, comprenez-moi bien, je suis pas technophobe.
Je vis avec ces technologies, j'en ai besoin. Sans elles, j'aurais pas écrit un livre qui s'appelle L'enfer numérique. Le numérique peut être, à bien des égards, un allié de la transition écologique et peut permettre de réduire l'impact écologique de nos modes de vie. Évidemment. Je voudrais prendre par exemple l'exemple, pourquoi pas, de l'agriculture de précision. Avec de l'agriculture toujours plus connectée, on est capable de produire davantage sur des parts de territoire qui sont toujours plus réduites. Et ainsi, d'avoir moins recours à la déforestation, moins recours aux intrants, moins recours aux pesticides et ainsi de suite. Et donc, l'agriculture de précision n'est pas le seul récit d'agriculture du futur, mais ça peut être un des récits et qu'il faut prendre au sérieux. Et oui, ça peut être un allié à la fois de l'autosuffisance alimentaire, tout en étant cohérent avec la révolution écologique. De la même façon, les technologies numériques permettent de modéliser l'évolution du changement climatique d'ici la fin du siècle. Bon, on est bien content de savoir qu'on est sur une pente à 1,2 ou 2 ou 3. Voire 3 ou 4. Voilà. Mais on a besoin de le savoir et les technologies numériques nous permettent cela. Les technologies numériques permettent en temps réel de traiter toutes les datas spatiales, les données spatiales, donc les images, l'imagerie spatiale qui est produite depuis des satellites d'observation et qui photographie en permanence la Terre. Et avec cette connaissance en temps réel de l'état de la Terre, on peut voir en temps réel l'état de la barrière de corail au large de l'Australie, on peut apprécier l'acidification des océans, on peut voir si certaines populations de thon ou de je ne sais quel mammifère terrestre est plutôt en évolution positive ou au contraire si cette espèce se raréfie. Je veux dire, c'est extrêmement important d'avoir cette vision en temps réel, cette connaissance de l'état de santé écologique de la planète grâce aux technologies numériques. Et je pourrais multiplier les exemples pour vous dire que, évidemment, ces technologies sont nécessaires. Le problème, Grégory, c'est qu'en fait, il y a deux récits autour des technologies numériques qui sont, elles vont sauver des vies. CF, la voiture connectée de demain aux États-Unis qui permet de te rattraper sur l'autoroute quand tu t'endors. Et du coup, ça permet de sauver, d'éviter des milliers de morts chaque année, très bien. Et ça permet de sauver l'environnement. Et puis après, on va se coucher. Mais c'est ça. Il n'y a plus de débat, fermez le banc, puisque de toute façon, ça sauve des vies et ça sauve des animaux et des plantes. Et en fait, le débat est tellement plus complexe, bien évidemment, parce que face à ces gains, il y a aussi des coûts. Regarde en ce moment les publicités dans le monde, dans le journal Le Monde, sur le métavers. Il y en a partout. Grâce au métavers, on va pouvoir mieux apprendre. Et on va se coucher. Voilà. Puisqu'on va mieux apprendre, plus de débat sur le métavers. Très bien. Alors que le métavers, ce sont aussi d'autres usages. Et que le numérique, ce sont d'autres usages. Et donc, je me méfie de ce discours qui consiste à devoir prendre tout d'un seul tenant une technologie sans trier le bon grain de livret au sein de cette technologie. Parce que la question, c'est plus la question du quoi, la question, c'est celle du comment. Qu'est-ce que je fais de cette technologie une fois que je l'ai? Ah, puisqu'on m'a dit que ça allait sauver des vies et l'environnement, je dois l'utiliser, mais ça veut dire aussi que je vais utiliser Candy Crush toute la journée, être sur les réseaux sociaux en permanence, faire une balade dans le métavers et ainsi de suite. Et en fait, on n'est plus dans la question du quoi, on est dans la question du comment, qui n'est évidemment pas assez traitée, qui est celle de savoir, mais quelle va être mon utilisation utile de l'Internet versus l'utilisation futile, pour quels effets positifs pour la société, pour l'environnement je vais l'utiliser, versus quels autres effets parfaitement inutiles et qui au contraire risquent d'être attentatoires à la cause écologique. Et c'est là qu'on n'a pas ce débat-là. Arrive, et à mon avis, ton point est hyper intéressant, les évolutions technologiques. Et tout d'un coup, l'Ethereum permettrait de consommer 100 fois moins d'énergie que le Bitcoin. J'ai fait une bonne comparaison parce que l'Ethereum, c'est une crypto-monnaie. Et le Bitcoin... C'est deux choses un peu différentes, mais, parce que le Bitcoin, c'est une monnaie uniquement. L'Ethereum, c'est une plateforme technique. Donc, c'est pas précisément la même chose que l'Ether, c'est pas juste une monnaie, c'est vraiment une plateforme. Le Bitcoin, c'est vraiment le remplacement d'une monnaie. Donc, c'est en gros, pour redire pour les personnes qui nous écoutent, mais je te le dis à toi aussi, la blockchain, en gros, c'est la digitalisation de la confiance. Je le fais rapidement, mais ce qu'on connaît du digital aujourd'hui, c'est la digitalisation de la communication. Le Bitcoin, c'est l'expression de la digitalisation de la confiance par la monnaie. Donc, c'est juste une monnaie. Tandis que l'Ethereum, qui est aussi une crypto-monnaie, mais c'est surtout une plateforme technique. Un peu comme, je sais pas, on pourrait penser le mail, tu vois. Et donc, sur le mail, c'est construit Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, ce que tu veux. Et en fait, donc, c'est vraiment une couche basse de technologie, la blockchain. Et donc, l'Ethereum, c'est une couche un tout petit peu plus haute, mais enfin, ça reste une plateforme technique. Comme WordPress, par exemple. D'accord.
Mais en tout cas, évidemment que l'évolution technologique est évidente et que ça permet de faire plus avec moins. Moi, je suis et que nous sommes en permanence en transition. Et tant mieux, tant mieux. Encore une fois, ça n'efface pas le débat et ça ne devrait pas rendre obsolète un débat sur certains usages positifs qui peuvent être faits de cette technologie versus celle-là, et de replacer ces évolutions-là dans le contexte général de l'utilisation que nous avons aujourd'hui des technologies numériques, qui, je le dis, mais alors de la façon la plus forte et limpide possible, les technologies numériques aujourd'hui, telles qu'elles se développent, ne sont en aucun cas compatibles avec les accords de Paris, avec la transition écologique, avec les rapports du GIEC. Absolument pas. C'est radical. Non, mais c'est même pas radical, en fait, Grégory, c'est juste vrai. Enfin, je suis désolé, j'aime pas le mot vrai, parce que bon, j'aime pas être dans le registre de la vérité, mais en fait, Internet et le numérique n'ont pas été pensés pour sauver la planète. Aujourd'hui, il y a un discours qui permet de légitimer ces technologies et qui s'organise autour de ce message-là. On a entendu à la COP26 à Glasgow, et on entendra à la COP27, cette idée que il n'y a pas de transition écologique sans intelligence artificielle, le nouveau mot à la mode pour parler finalement du numérique. Mais en réalité, l'ensemble des usages du numérique aujourd'hui, tous usages confondus, portent la pollution numérique, l'impact écologique du numérique, qu'il soit matériel ou en termes d'émissions de CO2, à de tels niveaux que ce n'est pas compatible avec la transition écologique. Il n'y a même pas de débat en fait. Ok, très clair. Une dernière question peut-être qui peut être intéressante. Est-ce que quand on parle des métaux rares, il peut y avoir une raréfaction et que du coup on n'en est plus? Non. À part peut-être sur le cobalt, où il y a des vraies alertes qui sont émises par les géologues, parce que le cobalt est un élément qui pourrait venir à manquer au sens géologique du terme. Mais sinon, il n'y a pas de rareté. Et on revient à la définition complexe et très nuancée de la rareté. Ces métaux, on en trouve partout. Et plus on explore, plus on en trouve. Plus on en trouve, plus on en consomme, mais plus on en consomme, plus on a besoin d'en trouver, plus on explore, plus on en retrouve encore. Donc en fait, c'est une course de vitesse. Donc c'est pas tout de suite. La Terre étant un grain de sable au milieu de l'univers, c'est forcément un espace fini. Mais c'est pas demain qu'on manquera d'un métal rare, et on se retrouve peut-être ici dans des dizaines d'années, et nos enfants dans des centaines d'années après nous, il y aura toujours des métaux pour nourrir leurs besoins. La question, à mon avis, Grégory, c'est à quel coût est-ce qu'on va les extraire? Aujourd'hui, je prends un exemple, qui est d'ailleurs un exemple qui m'a été donné personnellement par Mark Cutifani, qui est l'ancien directeur général de Anglo American, qui est une grande société minière. Et Anglo American produit du cuivre, extrait du cuivre de ses mines. Et il me dit cette comparaison très intéressante. Il dit, aujourd'hui, pour la même quantité de roches extraites, eh bien, on trouve 16 fois moins de cuivre dans nos mines qu'il y a 100 ans. Donc on a besoin d'extraire 16 fois plus de cuivre de nos mines aujourd'hui pour arriver à la même quantité de cuivre raffiné. 16 fois plus de roches, pardon. Il faut qu'on extrait, faut qu'on creuse 16 fois plus pour trouver la même quantité de métal à l'arrivée. Voilà. Donc ça veut dire plus de rebuts, plus d'impacts environnementaux, plus d'eau dans le processus. Ils considèrent qu'ils consomment 2 fois plus d'eau qu'il y a un siècle. De pétrole aussi, j'imagine. Plus d'électricité pour pouvoir transformer le minerai en métal. Donc, à la base de l'électricité, plus de pétrole, plus de métaux. Pour les machines qui vont chercher, j'imagine qu'elles fonctionnent au pétrole aussi. Plus de diesel, plus de je ne sais quoi, d'uranium, plus de charbon. Et donc, en fait, il y a des coûts économiques additionnels. Il y a des coûts écologiques additionnels, il y a des coûts énergétiques additionnels, il y a donc des coûts sociaux additionnels, donc des coûts politiques additionnels. C'est l'ensemble de ces coûts qui viennent tout d'un coup contrebalancer la disponibilité géologique de ces matières premières. Donc il y a une disponibilité géologique, mais pour extraire, il va falloir toujours davantage d'efforts, avec toujours plus de coûts. Et en fait, la limite, elle est où, Grégory? Elle est dans ma tête. Jusqu'à quel moment, moi, je considère que ces coûts sont supérieurs aux bénéfices attendus? C'est exactement le débat que nous avons avec le pétrole actuellement. Le pétrole, il manque pas. Hein.
Il y a tout ce qu'il faut. On peut encore extraire du pétrole pour des décennies et des décennies. Mais on se dit, le coût du pétrole est supérieur aujourd'hui d'un point de vue écologique aux gains économiques et en termes de qualité de vie que j'en tire. Et je veux me passer du pétrole, non pas parce qu'il manque, mais je veux me passer du pétrole parce que je considère que tout compte fait, dans la balance, eh bien, les coûts sont supérieurs aux bénéfices attendus. Et un jour, le sujet va surgir de la même manière autour des métaux. Il y aura toujours des métaux à extraire, mais on considérera que les coûts sont supérieurs aux bénéfices et il faudra changer de technologie. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve, enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais le fait qu'on réinstalle des mines en Europe, c'est là où on va de manière très concrète voir le coût versus le bénéfice. C'est-à-dire, d'un côté, on aura très envie d'avoir ces appareils numériques, et de l'autre côté, on aura un coût qui sera de paysage, qui sera de conditions de travail peut-être pour les gens qui travaillent dans les mines, quoique ça sera toujours mieux en France qu'en Europe que dans d'autres pays. Mais on le verra, en fait. Ça sera nos familles, ça sera nos amis, ça sera des gens qu'on connaît. Il n'y aura plus cette distance, en fait. Je milite pour cela, pour précisément qu'on prenne conscience du coût de nos modes de vie d'aujourd'hui. Parce que sinon, si on découple en permanence, on ne peut pas prendre conscience de ça. Si demain, je m'achète un nouveau téléphone et qu'on me dit, bah, écoute, on ira faire un trou de 182 kilos de matière dans ton jardin, tout d'un coup, ça devient vachement concret. En même temps, et peut-être que j'essaie de penser contre moi-même, la mine de demain ne sera pas germinale. On vit dans ce fantasme de germinal, elle sera très technologique. Je prends l'exemple de la mine de lithium qui va se trouver dans l'Allier, ouverte peut-être par Imerys dans quelques années. C'est une mine qui sera souterraine. On va extraire la matière du sous-sol, on va la remonter à la surface, et puis elle sera transportée en voiture ou en camion électrique pour être amenée jusqu'à une usine de raffinage. On va désensibiliser la mine. On va la robotiser, on va la connecter davantage, on va creuser sous terre. Demain, on ira extraire aussi du lithium dans des eaux géothermales. Donc, on remontera les eaux géothermales à plusieurs milliers de mètres de profondeur via des sondes. On la remontera à la surface. Via des systèmes d'éponge, on récupérera le lithium. Et puis, l'eau repartira à des millimètres de profondeur d'où elle vient avec un coût environnemental extrêmement faible. Et donc... j'ai envie presque de crier paradoxalement au risque de cette insensibilisation, de cette invisibilisation de la mine du futur, qui nous le fera la voir littéralement sur nos territoires, mais sans qu'on en paye, que l'on comprenne suffisamment le véritable coût. Mais peut-être que ça, c'est un débat qu'il faudrait avoir dans 10 ans, mais en attendant, à court terme, oui, le fait d'avoir ce débat chez nous, ça nous ramène au concret. Et ça nous permet, je pense, de cesser d'être dans cette schizophrénie, de penser qu'on peut toujours avoir plus sans que jamais personne n'en paye le quelconque prix. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Je t'avais pas prévenu, mais je te refais la question. Parce que je t'avais pas prévenu, c'est vrai. J'avoue. Désolé. Le podcast s'appelle Vlan. Donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ça peut être n'importe quoi, une idée, un concept. Écoutez, je veux ouvrir et je veux m'ouvrir à non pas la vérité, parce que bon, je suis journaliste, donc j'essaie de regarder le monde tel qu'il est, mais j'aime pas ce mot vérité, et ceux qui s'en réclament sont paradoxalement les plus grands menteurs. Je pense à Truth Social. Il faut vraiment avoir besoin d'employer ce mot vérité pour raconter l'inverse de la vérité. Je pense à Trump. Mais j'aime bien les mots, m'ouvrir à l'exactitude, à la justesse, à la précision, et nous ouvrir tous à cela. On regarde le monde, je veux dire, mon regard sur le monde est nécessairement subjectif, il n'y a pas d'objectivité, mais je peux essayer de le faire de la façon la plus honnête possible, j'espère, avec justesse, avec précision, avec exactitude. Je veux claquer la porte à quoi ? Je veux claquer la porte à ces réseaux sociaux qui m'emmerdent. En ce moment, là, ça m'emmerde. À cette violence dont malheureusement je suis aussi la cible sur les réseaux sociaux, au manque de nuances, au manque de respect, au manque de finesse. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.